Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une nouvelle fonctionnalité, un nouvel outil qui va venir dans la version 4.0 de Blender. Alors c'est une version qui pour l'instant n'est pas encore sortie comme une version stable, elle est encore en version bêta, mais c'est une question de semaines, de jours, quoi. Ça arrive dans, je pense, début novembre, donc dans pas très longtemps. Alors comme c'est pas la version stable à télécharger facilement sur le site de Blender, pour ceux qui regardent cette vidéo juste après sa sortie, je vais vous montrer comment l'obtenir. On va sur le site de blender.org, dans l'onglet Downloads, et au lieu donc de cliquer sur le gros download qui est ici, on va descendre dans la section en rouge, Go Experimental, et on clique sur Download Blender Experimental. Là, on se trouve dans la page sur le site qui nous permet d'accéder à la version de Blender genre la plus récente possible. Vraiment, la mise à jour la plus récente. Ça veut dire que là, il y a peut-être une heure, peut-être il y a un développeur qui a poussé une nouvelle fonctionnalité dans le logiciel, ou qui a fait une réparation de bug ou autre. C'est vraiment ici que se trouve la version la plus à jour de Blender. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas 100% sûr que c'est stable, et qu'il y a de grandes chances pour qu'il y ait des crashs, qu'il y ait des bugs, que voilà, ça fonctionne pas comme on l'espère forcément. C'est pour ça que ces versions-là, vous pouvez les télécharger, jouer avec, mais ça doit rester que pour faire des tests ou pour vous amuser. Essayez d'éviter d'utiliser ça en production ou pour un client ou voilà, quelque chose de sérieux. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la version 4.0 bêta. Et comme je l'ai dit, je suis assez confiant sur le fait que comme ça va devenir stable dans quelques jours à peine, bon, c'est déjà assez stable comme ça, on ne devrait pas tomber sur un crash, et en plus, la fonctionnalité que je vais vous montrer, l'outil, ne devrait pas avoir de gros changements, ou ne devrait pas être modifié d'ici la sortie, donc je vais vous en parler parce que je suis tellement hyped. Donc là, si je clique dessus, ça me lance un téléchargement. Bon, en fait, je l'avais déjà fait, je ne voulais pas cliquer dessus, mais bon, c'est sorti tout seul. Et ça télécharge un fichier zip que vous allez décompresser sur votre ordinateur. Donc vous allez décompresser un dossier, et dans ce dossier, vous aurez un exécutable qui va vous lancer une version portable de Blender. Et on tombe sur ça. Donc comme c'est une nouvelle version sur votre ordinateur de Blender, vous allez avoir un splash screen qui est un peu temporaire, qui vous demande d'enregistrer des paramètres en fait. Et là je fais juste une petite pause parce que bon, je reste encore un puriste des anciens temps dans Blender, et moi j'aime bien changer cette valeur ici de left à right. Et ce que ça fait, c'est que dans Blender, plus tard, lorsque je veux sélectionner des objets, plutôt que de faire un clic gauche, comme vous le feriez n'importe qui sur Windows, sélectionner un dossier avec le clic gauche, moi je vais utiliser le clic droit pour faire mes sélections. Mais libre à vous de rester sur le clic gauche, comme j'ai dit, c'est très intuitif, surtout pour des débutants, de commencer comme ça. Et puis j'aime bien aussi changer spacebar de play à search. Je ne sais pas si on a vraiment besoin dans cette vidéo, mais moi c'est une préférence que j'ai. Comme ça, lorsque je fais la barre espace, j'ai un outil de recherche d'outils, enfin, oui, j'ai un outil de recherche d'outils. J'ai une barre de recherche qui me permet de rechercher les outils que je veux, plutôt que de faire play, pause dans la timeline, quoi. Donc là, on peut continue ici, ça veut dire qu'on va enregistrer les paramètres. On se retrouve sur le splash screen de base, qui ne nous intéresse pas trop, on va cliquer à côté. Et là, on est dans Blender. Alors, premier truc, faut pas que j'oublie, mais je sais que ma résolution d'écran est assez petite pour vous, donc si j'ouvre les préférences, dans Interface, je vais changer la taille à 2, comme ça vous verrez ce qui se passe à l'écran un peu mieux. Et là donc on peut commencer. Vous savez déjà depuis un certain temps que dans Blender on a des onglets en haut qu'on appelle des workspace, donc c'est un réagencement des fenêtres de l'interface pour s'adapter en fait à des styles de travail. Et il y en a un qui s'appelle Geometry Nodes, donc ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo, on va cliquer dessus, et donc ça réarrange l'interface utilisateur pour un peu mieux convenir à ce qu'on veut faire, sachant qu'il pense qu'on veut faire des Geometry Nodes. Et il a raison. Donc ici, premièrement, je suis conscient que... Bon, déjà, je suis conscient que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne, pardon. Mais je suis aussi conscient du fait que je n'ai jamais abordé le Geometry Node sur ma chaîne, alors que c'est un sujet qui est très vaste et passionnant, faut le dire. Je suis encore en train de réfléchir à la manière dont je vais l'implémenter sur la chaîne, mais vraiment, j'ai l'intention de vous faire découvrir au moins les bases, et la logique derrière, et comment ça fonctionne et tout. Je vais être un peu obligé de faire une petite initiation à Geometry Nodes là dans le début de cette vidéo, pour plus tard vous présenter l'outil vraiment qui m'a hypé et dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, parce que ça va être le sujet de la vidéo. Donc premièrement, Geometry Nodes, c'est un modifier. Un modifier, qu'est-ce que c'est? On revient vraiment à la base. Vous sélectionnez votre objet de géométrie, vous allez dans la fenêtre des propriétés, sous l'onglet clé à molette ici, qui est donc l'onglet pour les modifiers, et vous pouvez ajouter des modifiers.
Ça a un peu changé par rapport à avant. Avant, il y avait juste tous les modifiers qui sont affichés d'un coup. Là, ils les ont triés, ils les ont rangés. Donc ça prend un peu plus de temps d'arriver aux modifiers qu'on veut, mais c'est faisable encore. Et là, si je prends n'importe lequel, arrêt par exemple, je suis en train d'effectuer une modification sur mon cube. Alors, on a l'impression que je l'ai allongé, mais en fait c'est juste qu'il l'a dupliqué, donc il y a deux cubes l'un à côté de l'autre, et j'ai un ensemble de paramètres que je peux venir modifier. Par exemple, je peux changer le nombre de duplicata, je peux dire qu'il y en a 4 au lieu de 2, je peux changer l'espacement qu'il y a entre les duplicata, et plein d'autres choses en fait, mais ça c'est pas le sujet. Le but c'est que vous voyez que je fais des modifications sur mon cube, et que je peux faire varier plein de paramètres dessus en fonction du modifier que j'ai choisi en fait. Et le but principal de ça, de le faire de cette manière-là, c'est d'avoir un processus de travail qui soit non destructif. Et vous verrez que je vais beaucoup insister sur ce côté non destructif parce que c'est l'essence même d'un modifier. C'est le fait de dire ok, je fais cette modification, mais quelque part je suis pas non plus 100% sûr que c'est ça que je veux, et en fait je me réserve le droit plus tard de venir le remodifier sans avoir à faire plein de CTRL Z en fait, et d'annuler tout ce que j'ai fait pour revenir à l'étape où j'avais rajouté le modifier. Donc là j'ai fait 4 cubes, je peux continuer mon travail sur mon projet, faire d'autres trucs à côté et tout, et à un moment me dire ah mais en fait j'en voulais 5 des cubes, ou je voulais les espacer un peu plus, de manière un peu plus large. Ben, j'ai pas besoin de faire des centaines de CTRL, enfin autant de CTRL Z que j'ai en réserve, jusqu'à espérer arriver à l'endroit où j'avais fait ça pour rajouter un cube. J'ai accès à mes données ici, à tout temps en fait, et je peux remodifier en fait ces valeurs-là, et espacer plus ou moins, augmenter, réduire le nombre de cubes, comme je le veux. Et ça c'est très pratique, parce que là par exemple moi je suis freelance, donc je bosse avec des clients, on bosse par itération, j'envoie quelque chose, et les clients vont me retourner, faire des demandes de reprise en fait, en disant ah mais en fait là vos cubes ils sont trop serrés, j'aimerais que vous les espaciez encore un peu. Très bien, pas de souci. Moi, j'ai fait travailler de manière non destructive. Donc, ce que j'ai fait ici, ça n'a pas été figé dans le marbre. Et j'ai encore accès à ces données que je peux venir, par la suite, du coup, modifier, ajuster. Et si vous les voulez plus écarter, je peux écarter mes cubes. Et ça, c'est très puissant, très pratique. Donc, il y a beaucoup de gens qui recherchent ce mode de travail de manière non destructive. Voilà. Donc on va supprimer ce modifier-là, parce qu'on reste dans vraiment la présentation de base pour que vous compreniez tout, et on va avancer d'un pas pour présenter Geometry Nodes, qui est aussi un modifier ici. Donc quand je clique sur Geometry Nodes, il faut le voir comme un modifier plus en fait. C'est le modifier de vos rêves, on va dire. Parce que vous pouvez tout faire avec, si tant est que vous connaissiez un peu la manière dont ça fonctionne. On va cliquer sur New ici, ou là, en fait c'est la même chose, c'est le même New, et on se retrouve voilà, justement dans cette interface qui est un arbre nodal. Un peu comme lorsque vous faites des matériaux dans Blender, vous avez accès à cet arbre nodal où vous avez plein de petites briques, plein de petits nœuds que vous pouvez assembler et faire quelque chose de plus ou moins complexe en fonction de ce que vous recherchez à faire. Et ça crée votre matériau sur votre objet. Sauf que là, c'est pas un matériau que vous créez, c'est une modification, c'est un modifier. Et plutôt que d'avoir le modifier qui duplique l'objet et fait un cube à côté ou plusieurs et les espaces comme vous voulez, là vous pouvez vous dire qu'est-ce que je veux faire, et vous le faites. Il y a plein de nœuds à votre disposition. Donc si vous faites Shift A, c'est le même raccourci que dans la scène 3D pour ajouter des objets, mais là au lieu d'ajouter des types d'objets, je vais ajouter des nœuds. Et vous voyez que pour chacune des lignes là avec une petite flèche, il y a un ensemble de plus ou moins beaucoup de choses. D'ailleurs des fois il y a encore des flèches derrière, donc tout ça, ça vous donne accès à plein de nœuds, et c'est là que ça peut être un peu rebutant, parce que il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à connaître, et apprendre tous les nœuds un par un, déjà c'est pas forcément ce que vous recherchez, parce qu'il y a certains nœuds qui sont plus utiles que d'autres, et pour débuter vous allez peut-être commencer par connaître juste un certain petit groupe de nœuds qui vont vous donner déjà beaucoup de possibilités, et c'est seulement en creusant plus loin, ou pour des cas très spécifiques, que vous aurez besoin que d'autres types de nœuds. Donc ce qui peut rebuter dans un premier temps, c'est de se dire waouh, il y a beaucoup trop de choses à apprendre, j'y arriverai pas, c'est trop complexe, etc. et tout. Donc c'est pour ça que on peut être rebuté dans un premier temps, mais si vous y allez étape par étape, et le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer que si vous arrivez à comprendre un peu au moins la base et 2-3 petits trucs, vous arriverez à faire des choses qui peuvent être très puissantes et très utiles pour vous par la suite. Donc ça devrait vous donner envie aussi de vous plonger un peu dedans et d'avoir la motivation de creuser un peu, parce que ce serait dommage de passer à côté de Geometry Nodes. Donc dans cet arbre nodal, vous avez un groupe d'entrée ici
qui va prendre ce qu'on lui donne, donc de la géométrie. Là, en l'occurrence, c'est le cube, parce qu'on a appliqué notre modifier sur notre cube. Il dit, je prends ma géométrie et je la passe sans rien faire, en fait, au groupe de sortie, qui est ici. Et à la sortie, on regarde qu'est-ce qui nous est entré, et on recrache ça, donc ça nous donne le cube. Ça nous rend la même chose qu'à l'arrivée. Ce modifier ne fait rien pour l'instant. Il est là, il pourrait ne pas être là, ça ne change strictement rien à ma scène. Par contre, ce qui se passe entre ces deux nœuds, si je rajoute des choses au milieu, là ça va devenir intéressant et je vais pouvoir donc faire des modifications sur mon cube. Déjà, si je coupe la liaison entre les deux, là il se passe quelque chose là. Là mon cube a disparu dans ma scène. Alors l'objet existe encore, hein. Dans l'outliner on voit encore qu'il y a l'objet cube, mais le cube est vide. C'est-à-dire qu'il ne représente plus rien, la géométrie a disparu parce que la géométrie elle est rentrée dans mon modifier, mais elle n'a jamais été passée à la sortie. Donc à la sortie, mon modifier il se dit qu'est-ce que je rends? Bah rien. Donc bah j'affiche rien et là on vient de créer un modifier qui supprime la géométrie de l'objet. Voilà, bravo. Donc nous c'est pas ce qu'on veut faire, on va relier les deux encore et je vais vous montrer comment on peut donc faire des modifications à ce cube. Par exemple, si je fais Shift A, bon là j'ai les mèches, donc j'ai des maillages, je peux rajouter des primitives et on va changer, on va faire une icosphère par exemple. Donc je rajoute une sphère, mais vous la voyez pas la sphère pour l'instant ici dans la scène, parce qu'elle n'a pas été branchée à la sortie de mon modifier. Donc lui quand il regarde qu'est-ce qui doit sortir, il dit qu'est-ce que j'ai en entrée? Bah j'ai la géométrie de départ, bon bah c'est ce que j'affiche. Et là, celui-là, il ne le voit jamais. Donc si par exemple je débranchais ici et que je venais brancher à la place ma sphère, bon bah là au lieu de voir un cube, je vois ma sphère. Et là, le cube il n'a jamais été branché, il ne le voit pas, donc il ne l'affiche pas. Moi j'aimerais montrer les deux maintenant. Donc je vais refaire Shift A, et bon, faut connaître un peu, mais je sais qu'il y a un nœud qui s'appelle Join Geometry, et qui va me permettre de relier mon cube et ma sphère. Et alors maintenant on voit que mon cube. Alors que mon cube vraiment? Non. Si je vais en X-Ray mode ici, donc je peux aussi faire Alt Z pour changer le mode, on voit que ma sphère a bien été rajoutée, mais au milieu de mon cube, donc comme elle est plus petite, elle ne se voit pas. Alors moi j'aimerais qu'on la voit même en vue solide comme ça, donc je vais la déplacer, ma sphère. Et donc pour ça, je vais venir rajouter encore un nœud ici qui va me permettre de déplacer ma sphère. Là encore une fois, je peux faire une recherche et je sais qu'il existe un nœud qui s'appelle Transform Geometry ici, que je vais venir placer entre les deux. Et donc je viens plugger ma géométrie ici, la géométrie part en sortie, et là j'ai accès à Translation, donc la position, Rotation, la rotation et la taille de l'icosphère, enfin de ce qui est branché là-dedans. Donc si je viens sur l'axe X par exemple, dire que je veux déplacer ma sphère de 2 unités, je rentre un 2, et ma sphère vient se placer à côté de mon cube, donc 2 unités plus loin. Et voilà, on va pas aller beaucoup plus loin que ça en fait, mais je viens de créer un modifier qui rajoute une sphère à l'objet auquel il a été appliqué. Donc là, si en fait c'était pas un cube au début, mais Suzanne ou un cône ou autre, ça m'aurait, en appliquant ce modifier, j'aurais juste rajouté une sphère en unité 2 sur l'axe X à côté de l'objet de base. Voilà, c'est simple. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, les modifiers, ce qui est bien, c'est que c'est non destructif et qu'on peut à tout moment, plus tard pendant votre travail, revenir et remodifier des valeurs. Donc moi, si je le voulais par la suite, je pourrais me dire « Ah mais en fait, la sphère, je la veux un peu plus loin de mon cube, donc je pourrais revenir dans l'arbre nodal ici, retrouver mon paramètre ici x, et puis au lieu de dire 2, je peux dire que je veux 6 unités plus loin. » Oui, mais là c'est facile, j'ai un arbre qui est plutôt simple en fait, j'ai 5 nœuds en fait au total à visionner. Il existe des arbres et quand vous ferez des projets plus complexes, si vous y arrivez, je l'espère pour vous, vous aurez des arbres qui seront beaucoup plus complexes avec beaucoup de nœuds dans tous les sens. Même des fois ce ne sera pas le vôtre, ce sera quelque chose qu'un collègue a fait dans l'entreprise et que vous devrez vous plonger dedans en disant j'aimerais changer un paramètre là-dedans. Alors il faudra le comprendre d'abord, passer par tous les nœuds, essayer de voir qu'est-ce qui se fait et tout. Ça peut être long et c'est pas le but en fait. Le but c'est que ce soit facile, rapide, comme on l'avait vu tout à l'heure avec le array. Il y a juste quelques valeurs qui sont isolées et qui sont bien nommées et on peut y accéder. Donc ce qu'on peut faire, il existe déjà des moyens de ranger, d'organiser l'arbre en soi ici, et de faire des groupes, etc. de nœuds. Mais même plus simple que ça, là, dans notre exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes ces valeurs de transformation ici, en tout cas pour le déplacement, et on va venir les brancher dans l'entrée, dans le groupe d'entrée qui est ici, pour qu'ils soient affichés
dans mon interface facilement ici. Donc si jamais je bossais sur autre chose, j'avais plus besoin de Geometry Nodes, donc j'avais caché ma fenêtre, je faisais des trucs, et puis je me dis, ah non, la sphère, en fait, je l'aimais bien avant quand elle était proche du cube, je sélectionne mon objet, et là j'ai accès à la valeur ici. Donc très très facilement, et elle est isolée de toutes les autres, j'ai pas à fouiller parmi plein de nœuds ou plein d'autres trucs, c'est directement là. Donc je peux dire, en fait non, je la veux bien à 2 unités à côté de mon cube, et j'y ai accès facilement. Voilà. Donc ça c'était vraiment la base des Geometry Nodes, et maintenant on va se plonger dans ce qu'apporte la version 4.0. Parce que jusque-là, j'ai vanté les mérites et j'ai loué en fait le côté non destructif des modifiers. Mais il y a aussi un côté obscur. C'est-à-dire que le fait d'avoir un travail en non destructif, c'est très bien, mais si maintenant que j'ai fait mon super modifier et que j'ai apporté la modification rêvée à mon cube, je suis très satisfait de cette forme-là maintenant. Le cube et la sphère à côté, c'est un objet, et j'aimerais travailler à partir de cet objet-là. Et disons que par exemple, j'aimerais extruder une face sur ma sphère. Ah bah c'est facile ça je sais faire, extruder une face, je la sélectionne en mode edit, je fais E, et ça y est, c'est extrudé, c'est fini. Donc je vais rentrer en mode edit, sauf que en mode edit, je n'ai accès qu'à mon cube, et pas à ma sphère. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Blender, il se dit, non mais en fait là, t'es pas encore 100% sûr que c'est ce que tu veux. T'as laissé les paramètres en non destructif de manière à te dire, si jamais plus tard tu veux les modifier, eh ben tu pourrais le faire ici. Donc ça veut dire que je peux pas vraiment te valider l'opération, écraser le modifier et puis te dire ça c'est en dur, c'est bon, c'est fini. Donc là, ce que tu vois ici, c'est encore le cube de départ en mode édition, qui une fois, tel qu'il est en mode édition, le cube, c'est ça qui est branché dans mon modifier, qui est modifié pour rajouter la sphère, et la sphère, elle se fait rajouter à l'étape des modifiers. Et donc en sortie, j'ai quelque chose qui vient modifier mon truc de départ, donc l'objet qui est ici, donc juste le cube. La sphère, elle n'est pas encore validée, écrasée, elle ne fait pas vraiment partie de l'objet, tant que le modifier n'est pas validé. J'espère que vous comprenez un peu la nuance, parce que c'est un concept qui est un peu dur à faire comprendre aux gens qui ne voient pas trop le principe des modifiers. Donc, le fait que ce soit non destructif et que on puisse tout le temps remodifier ça, fait que Blender ne peut pas l'écraser et dire ouais, mon objet c'est mon cube et ma sphère en un seul bloc modifiable. Et donc là on peut se dire bon, bah je peux pas le faire en mode édition comme ça avec une modélisation traditionnelle, je peux pas sélectionner ma face et faire E et l'extruder, mais bah maintenant que je connais Geometry Nodes et que c'est si puissant, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas via Geometry Nodes ? Et c'est une bonne réflexion quelque part, parce que Geometry Nodes est très puissant, il y a plein de choses à pouvoir faire avec. Et théoriquement, je serais tenté de dire oui, c'est faisable avec. On peut le faire tout à fait. Je ne sais pas quelles sont les limites de Geometry Nodes parce que c'est fou tout ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment très très complet. Le problème, c'est que par rapport à ma modélisation traditionnelle, où je rentre en mode edit, je sélectionne une face, j'appuie sur E et puis c'est bon, j'extrude où je veux. En Geometry Nodes, il va falloir trouver un moyen d'isoler les sommets particulièrement qui m'intéressent, donc les 3 sommets qui sont ici par exemple pour sélectionner cette face là, ou même de sélectionner juste la face en particulier, et ne pas prendre en compte tout le reste des sommets de notre objet, dire que je veux faire une extrusion, donc trouver le nœud qui permet de faire une extrusion et tout ça, le brancher correctement avec, extruder oui mais de combien, donc la distance, dans quelle direction il faut le préciser, etc., etc. Donc tout ça, ça veut dire que faire cette étape d'extrusion en Geometry Nodes va être quand même plus long, plus compliqué, ça va prendre plus de temps que de rentrer en mode édition, sélectionner, extruder, c'est fini quoi. Donc ça c'est un point sur lequel j'aimerais insister aussi, parce que beaucoup de gens peuvent se dire, après avoir découvert à quel point c'est génial Geometry Nodes, oh bah je ne modéliserai plus jamais de manière traditionnelle en mode edit, je ferai tout via Geometry Nodes à partir d'aujourd'hui. C'est tellement cool, on peut tout faire avec, en plus c'est procédural, donc c'est non destructif et tout, c'est trop bien. Et ben moi là, cet argument-là, il est là pour vous dire que en fait ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si quelque chose est visuellement très facile, parce que vous connaissez les raccourcis clavier et tout en mode édition, ça ira plus vite pour vous, et ce sera même moins prise de tête des fois, et ça vous fera gagner du temps. Et vraiment dans l'industrie, dans le monde du travail, le temps c'est l'argent, tout le monde le sait, donc il vaut mieux mélanger les deux et se dire dès que j'ai quelque chose d'un peu complexe où voilà je suis pas sûr et j'ai envie que ce soit procédural, etc., je fais sur Geometry Nodes, c'est un excellent outil, mais si c'est quelque chose aussi simple que faire une extrusion, bah je peux passer en mode edit et le faire là.
D'accord? Donc, tout ça pour en revenir en fait que, ok, ce serait mieux de pouvoir le faire en mode édition, mais je reste bloqué avec cette situation de ah ouais, mais j'ai pas appliqué mon modifier, donc ben je peux pas avoir accès à ma sphère. Eh bien, la Blender Foundation modifie et améliore Geometry Nodes aujourd'hui en rajoutant cet outil. On va annuler notre modifier qui est ici et on va travailler avec les Geometry Nodes, mais pas en tant que modifier, cette fois-ci en tant qu'outil. Donc la grosse différence, c'est qu'on passe d'un workflow, d'un processus de travail non destructif, les modifiers, à un processus de travail qui est destructif, donc un outil. Et donc ça veut dire qu'un outil, c'est comme un bouton qu'on aura dans l'interface. Par exemple, quand je vais en mode édition, j'ai plein d'outils ici. J'ai le bouton, j'ai l'outil Extrude qui est là. Si je clique sur Extrude, ben voilà, je clique sur le bouton, je fais mon opération, et ça y est, c'est fini. L'opération, elle est faite, et on revient pas dessus, en fait. Là, si je veux l'annuler, je dois faire un CTRL-Z. Voilà, et je l'annule. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant, mais avec la puissance des nœuds et de l'arbre nodal qui est en dessous. Pour arriver à ça, on garde la même interface, mais au lieu de rester en haut à gauche ici dans Modifier, on va aller dans Tool, parce que Tool, c'est l'anglais pour outil. Voilà. Et là, on peut créer un nouvel arbre qui est différent, qui est à dissocier de l'arbre de quand on était en mode Modifier. Et on crée notre outil ici. Alors bien sûr, comme on n'est pas sur quelque chose en temps réel, comme je dis, ou en non destructif, on va pas voir les modifications en temps réel. Lorsque je fais quelque chose ici, ça va se modifier, ça va se faire là. Ça se fait pas directement comme ça. Il faut que je crée mon outil et ensuite que j'utilise mon outil, que je l'invoque si vous voulez, et que je vais cliquer sur un bouton. Ça va, au moment où je clique sur le bouton, appliquer tout l'arbre que j'aurais fait ici et me faire mon truc. Allez, on va essayer de faire la même chose qu'on faisait tout à l'heure. On se souvient un peu de l'arbre qu'on avait en tête tout à l'heure. On avait pris notre géométrie, mais à ça, on voulait y ajouter une sphère, donc Shift A. Pareil, j'ai les mêmes nœuds ici, Mesh, primitive, je rajoute mon icosphère qui est en bas ici. Je voulais joindre les deux, donc j'avais rajouté un nœud de Join Geometry pour joindre les deux maillages entre eux. Et donc vous voyez là, même si je me mets en vue fil de fer par exemple, je vois pas de sphère au milieu. J'ai joint les deux, mais il m'affiche rien parce que c'est quelque chose qui ne s'applique pas encore. Tant que je ne lui dis pas d'appliquer ça, il ne l'applique pas. Et ensuite, j'avais déplacé ma sphère pour qu'elle soit à côté de mon cube. Donc j'avais rajouté un Transform Geometry ici, et j'avais déplacé de 2 unités sur l'axe X. Voilà, on est revenu au même point que tout à l'heure. Et cet outil devrait me faire la même chose que ce que je faisais en modifier. Donc, si je veux appliquer mon outil, déjà, là je suis en mode édition et c'est très bien, parce que si je suis en mode objet, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que quand je suis en Tool, ici, j'ai les types et les modes. Donc si je viens sur type, il me dit déjà que ça s'applique que sur des objets qui ont le type de maillage, et pas sur les objets de type curves, donc des curves. Je peux l'activer aussi si je veux, et ça parce que chaque objet a son type. Là, si je suis en mode objet, je fais Shift A, je peux rajouter des objets de type maillage, de type curve, type surface, etc. Et là, les types qui sont supportés, c'est mesh et curve. Et quand on dit curve, en fait, il veut bien préciser que ce sont les curves, les nouvelles types curve ici. Donc celles qui ont cette icône-là. Les anciennes types curve, c'est pas les mêmes. Voilà, donc ça, ce sont les deux types. Et on a mode aussi qui me permet de dire cet outil est utilisable quand on est en mode edit. Et ça peut aussi être utilisable quand on est en mode sculpt, qu'on fait de la sculpture dans Blender. Mais ça veut dire que là, il n'y a pas le mode object, donc vous n'aurez même pas accès au bouton pour lancer votre outil en mode objet. Il faudra que vous soyez en mode édition, donc on y va. Et là, si vous avez bien remarqué, en haut, là dans le menu, dans tous les menus, il y a un nouveau fichier ici en pointillé qui est apparu et qui contient Tool. Alors Tool parce que quand je l'ai créé, l'arbre, il me l'a renommé en Tool par défaut. Mais moi, si je veux, je peux l'appeler mon outil. Voilà. J'aime bien mettre un underscore ici. Hop, mon outil. Et maintenant, si je vais ici, hop, j'ai mon outil qui est à disposition. Et si je clique dessus, bam, il me rajoute ma sphère à 2 unités sur l'axe X. Donc il crée il applique mon truc. Et là je suis en mode édition et j'ai accès à ma sphère. Donc là si je veux mettre en section par face, sélectionner cette face et puis faire extrude, je peux le faire. Mais si je veux annuler le fait que ma sphère est là, ou si je veux la déplacer plus loin,
soit bah, je la prends, je dois sélectionner toute ma sphère, et ensuite je dois faire G, X, et puis la déplacer manuellement, ou alors il faut que je refasse des CTRL Z jusqu'à ce que je n'avais plus ma sphère pour annuler en fait l'action que j'ai faite de cliquer sur cet outil et de l'invoquer en fait. Et c'est là la différence avec l'autre, c'est que là c'est non destructif. Si j'applique mon outil, mais que en fait ici je dis la sphère je la veux à 4 unités, je peux pas revenir dans mon arbre et changer ça à 4. Parce que ça va rien faire ici. Là, mon outil il a été appliqué, il m'a fait mon action que je lui ai demandé, il a ajouté ma sphère. Là, quand j'ai modifié sur 4, tout ce que ça a fait, c'est que ça me dit que la prochaine fois que je voudrais utiliser cet outil, et ben cette fois-ci, il me créera une sphère à 4 unités plutôt que 2. Parce que maintenant, l'outil a été mis à jour pour dire que bah, maintenant, l'outil, c'est plus un outil qui rajoute à 2 mètres, enfin à 2 unités, mais à 4. Voilà. Alors, il y a quand même moyen de se rapprocher un peu de ce que faisaient les modifiers avant, c'est-à-dire qu'avant on avait encore des paramètres qu'on pouvait remodifier. On peut aussi faire ça avec des outils, hein. C'est-à-dire que si par exemple ici je fais CTRL R, c'est pour faire des loop cuts, et que bah, je valide mon loop cut, ici j'ai un menu contextuel qui est éphémère en fait, qui me donne quelques paramètres que je peux encore modifier, par exemple le nombre de découpes, jusqu'à ce que je fasse une autre opération. Alors, si je fais ne serait-ce qu'une sélection d'un sommet à côté, là, le menu il disparaît et c'est fini, c'est figé, je peux plus bouger ce que j'ai fait avant. La seule manière de le retravailler, c'est bah, de faire des CTRL Z pour venir annuler ce que j'ai fait à ce moment-là. Bah, je peux avoir cet outil, ce menu contextuel, aussi avec les outils de Geometry Nodes. Donc pour ça, ce qu'on voulait faire la dernière fois, c'était aussi de rajouter la position, le fait de pouvoir modifier la position. Donc je peux venir prendre ça et encore une fois, comme je l'avais fait avec les modifiers, le brancher dans l'entrée ici. Et maintenant que je fais ça, je ne peux plus avoir accès manuellement ici à la position. Par contre, quand je viens, alors je vais peut-être sélectionner cette sphère, la supprimer, même sélectionner l'autre aussi, et la supprimer également. Et je vais venir invoquer mon outil, boum, ça me place ma sphère à 4 unités, mais ça me donne aussi la possibilité ici, alors peut-être qu'il sera fermé hein, pour vous, vous pouvez l'ouvrir, ça me donne aussi la possibilité de faire varier cette valeur. Si je veux remettre à 2, je peux remettre à 2, si je veux qu'il monte en Z à 1 unité, je peux aussi le faire, et voilà, je peux modifier ici. Par contre, comme tout à l'heure, dès que je fais autre chose, que je sélectionne par exemple ce sommet, boum, ça disparaît, j'ai plus accès à ces valeurs-là. Alors je vous vois venir, hein, parce que vous avez vu qu'il y a position, et en dessous il y a rotation. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est de brancher la rotation dans l'entrée, comme ça, boum, on va pouvoir bouger la rotation également. Et c'est pareil, là, si je refais mon outil, donc ici, hop, mon outil, j'ai accès à la position et à la rotation de mon truc. Je dis ça, mais je suis en train de penser à quelque chose. Il me semble que... Alors, ouais, je vais pas vous me rendre confus maintenant, mais je garde ça dans un coin de ma tête pour la suite de la vidéo. Pour l'instant, on va continuer sur ça tel que c'est maintenant. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer comment bien ranger cet outil. Parce qu'il est accessible ici, mais comme vous le voyez, c'est pas un menu classique hein, comme les autres. C'est temporaire pour l'instant. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir vous afficher l'outil à utiliser. Donc il le met là, mais c'est quelque chose qu'il a fait arbitrairement. C'est pas forcément la manière que vous voulez le ranger. Et puis vous n'allez pas avoir tous vos outils dans un seul et même menu ici. Si vous en faites plein, ça peut vite être très brouillon. Donc je vais vous montrer comment bien les ranger. Et pour ranger les outils, on va se servir de l'outil de l'Asset Browser de Blender. Donc ça, j'en ai fait une vidéo par contre sur cette chaîne qui présente un peu la fonctionnalité Asset Browser. C'est vraiment très puissant, très bien. Ça se trouve ici. On va changer la fenêtre qui était là parce que elle est pas utile dans ce tutoriel. Et l'Asset Browser, c'est une sorte de collection en gros d'assets. Et l'asset, vous pouvez définir ce qu'est un asset dans Blender. Et vous rangez en fait des assets. Et quand vous définissez un objet, un groupe d'objets, un shader ou n'importe quel type de données dans Blender en tant qu'asset, eh bien vous pouvez l'enregistrer quelque part sur votre ordinateur et puis Blender ensuite aura le lien vers cet enregistrement et vous pourrez accéder à tout moment via cette fenêtre là aux choses que vous aurez, aux assets que vous aurez enregistrés par le passé. Donc si vous avez déjà modélisé une super table dans un projet précédent en archi et que voilà, vous voulez la réutiliser plutôt que de la remodéliser ou de devoir
refouiller dans votre ordinateur où se trouve le fichier Blender pour réimporter la table qui était dedans, voilà, dans le fichier courant, eh bien vous l'avez enregistré en tant qu'asset et vous avez dit à Blender tous mes assets sont enregistrés là sur l'ordinateur, vous pouvez y avoir accès facilement et puis ensuite drag and drop dans votre scène pour y avoir accès. Ici on voit que on a plein d'assets déjà prédonnés par la Blender Foundation. Parce que vous l'avez vu, hein, j'ai téléchargé, j'ai ouvert Blender par défaut, là j'ai rien fait. Donc ça, tous ces cheveux-là, ce sont des outils de travail lorsqu'on fait du grooming avec les cheveux qui ont été fournis par la Blender Foundation et qui en plus se basent sur les Geometry Nodes pour faire tout ça. Donc c'est assez puissant aussi, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on va aller dans Current File, ici, donc dans notre fichier à nous, et nous on n'a créé aucun asset dans ce fichier, hein, donc c'est vide, c'est normal que ce soit vide ici, mais donc on va devoir créer un asset, et qu'est-ce qui sera notre asset? Bah, ça va être l'outil. Donc l'outil qui est ici, on peut faire un clic droit dessus, et on peut dire Mark as Asset, comme ça devient un asset ici, qu'on va pouvoir utiliser. Et on va pouvoir le ranger, une fois qu'on l'a en tant qu'asset, on va pouvoir ranger de la manière qu'on veut ici, en créant des collections. Des catalogues, pardon. On crée des catalogues. Et pourquoi je me suis trompé et j'ai dit collection, c'est parce qu'on peut penser au catalogue un peu comme on pense aux collections dans l'Outliner ici, ou dans Windows par exemple, vous pensez à des dossiers. Une collection c'est comme un dossier, et les assets que vous avez ici c'est comme les fichiers que vous avez dans vos dossiers. Donc on va créer un catalogue que je vais nommer test par exemple. Et ça, ce sera mon dossier test, et je vais dans Unassign, donc tous les assets qui ne sont pas assignés sont ici. Je peux drag and drop pour glisser, déposer, voilà, pour le mettre dans mon dossier test, dans mon catalogue test. Et alors maintenant, lorsque je reviens dans ma vue 3D ici, mon petit fichier qui n'était pas très très propre, là, qui était temporaire, s'est transformé en menu classique comme les autres. Il s'appelle test, et dedans, on trouve mon outil. Alors ça c'est très bien, mais si vous... Par exemple là je suis en train d'ajouter quelque chose, hein, j'ajoute des sphères dans mon exemple. C'est-à-dire que plutôt que de créer un nouveau menu et de le nommer ajout de sphère ou comme c'est de l'ajout, en anglais ajout ça se dit add. Et on a déjà un menu add ici, c'est comme le shift A, on peut déjà ajouter des choses. Donc ce serait bien de retrouver mon outil dans le menu add. Pour ça, soit je renomme ou alors je recrée un nouveau catalogue que je vais nommer de la même manière, avec la majuscule et tout, add, et dans mon test, je vais déplacer, donc je vais enlever de test et remettre dans add mon asset, mon outil en gros, et donc maintenant dans add j'ai mon outil, et ici, bah, j'ai mon menu test qui a disparu, parce que comme il est vide, ça sert à rien de l'afficher, hein, il y a un menu pour rien mettre dedans, ça sert à rien, alors que dans add, je vais avoir mon outil qui est apparu tout en bas, et que je peux utiliser encore une fois. Alors voilà, là j'ai crash. J'ai crash. Je vous l'ai dit, ça peut arriver les crashs, parce qu'effectivement, vu qu'on est sur une version qui n'est pas encore complètement stable, les crashs peuvent arriver. Mais j'étais arrivé à la fin en fait de mon explication. On va faire un premier test. Alors, préférence, je sais qu'il faut que je remette l'interface à la bonne taille. Si j'essaye d'aller dans File et que je fais Recover Last Session peut-être, ouais, il m'a retrouvé ça. Alors c'est peut-être pas la toute dernière. Voilà, là on était encore dans les modifiers. Et ça tombe bien en fait, ça tombe très très bien, parce que à un moment je vous ai dit non, je vais pas vous rendre confus avec ce truc, j'avais une idée en tête, quelque chose que je voulais vous montrer, et ça concernait en fait les Geometry Nodes modifiers, pas les outils, parce que comment dire, j'ai oublié de vous montrer un truc là-dedans. Pour les outils, donc le sujet principal de la vidéo, j'ai couvert à peu près tout, je pense. Hein. Il me semble pas que j'ai oublié quoi que ce soit, ça a craché au bon moment. Hein. Je venais juste de finir avec Tools, donc c'est très bien. Et ici, on va refaire très rapidement Mesh, Primitives et Icosphere. On va refaire encore une fois Geometry, Join Geometry. On va fusionner les deux. On va refaire un Transform Geometry ici avec X2. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'étais dans les tools, c'est que j'ai aussi rajouté, en plus de translation pour avoir accès à la position, j'ai aussi rajouté la rotation ici. Et c'est bizarre, tiens ça. Ou alors ça a été modifié depuis la dernière fois que j'ai essayé d'enregistrer ce tutoriel. En gros, j'ai essayé d'enregistrer ce tutoriel déjà hier. Et puis donc, je refais des enregistrements parce que ça prend du temps d'enregistrer et il y a plusieurs versions. Et hier déjà, lorsque je voulais faire ça, j'avais un souci qui se passait, à savoir que je ne pouvais pas, donc le nœud qui se faisait entre ici l'entrée et la sortie était rouge. Pourquoi ? Parce que Blender, et j'avais vu l'explication en ligne,
gérait un peu différemment les types, enfin pour la rotation en tout cas, il gérait différemment le type de rotation que ça pouvait être, entre les radians, les degrés, etc. Il y avait un problème de conversion, en fait, de système de rotation, entre ce que prend en compte ce nœud-là, et ce que prend en compte le modifier globalement. Et donc c'était en rouge ici, et ça c'est un exemple typique de se dire, voilà, quand je vais sur le site de Blender, j'ai la version la plus à jour, parce que de hier à aujourd'hui, il est très peu probable que la chose ait été fixée par un dev. Et moi, hier, il fallait que je passe par un nœud de conversion d'un système de rotation à un autre pour que ça fonctionne. Et c'est ça que je voulais vous montrer là à l'instant, parce que j'avais un peu cette expérience d'avoir révisé ce tuto et de ça. Bon, bah en tout cas ça a été réglé, très bien, mais ça vous montre encore une fois que voilà, sur le site, dans la partie Go Experimental, vous avez vraiment le truc qui sort du four, quoi, en fait, hein. C'est la dernière mise à jour possible. Donc c'est très bien. Et bien avec ça, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer sur ce nouvel outil, les tools, les Geometry Node Tools, qui sont donc très puissants. Et le but derrière, voilà, ce tuto aussi, c'est un peu de vous donner envie à tous ceux qui ont entendu parler de Geometry Nodes, parce que si vous n'avez pas entendu parler de Geometry Nodes, vous avez vécu sous une pierre, hein, c'est partout, c'est sur toutes les lèvres, parce que c'est tellement puissant. Mais ceux qui en ont entendu parler, mais qui se sont dit « Waouh, c'est super complexe, j'y arriverai pas, c'est trop pour moi », peut-être qu'avec ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est quand même accessible, on peut faire des trucs sympas. Et si on y met un peu de temps, même au début, et qu'on consacre un peu, on investit un peu de temps là à faire quelques outils qui nous plaisent, ça peut devenir très puissant et très utile pour nous. Parce que là, on est en train de parler de se créer des modifiers perso, en fait, le modifier qu'on veut, qui fait ce que nous on veut, ou pareil pour les outils. C'est-à-dire que jusque-là, dans Blender, on avait les outils classique de modélisation que tous les softs ont, en fait, tous les logiciels de 3D ont un outil extrude. Et donc, c'est juste, quand tu changes de logiciel, il faut juste que tu apprennes, alors, dans ce logiciel, il est où dans l'interface l'outil extrude? Mais il existe, tu le sais qu'il existe. Là, tu es en train de créer les outils qui te sont propres, en fait, que toi, tu as besoin spécifiquement, et donc c'est beaucoup plus précis et puissant. Ça, j'espère que c'est une assez grosse source de motivation pour vous dire waouh, ça vaut le coup quand même Geometry Nodes, il faut que je m'y mette. Et en connaissant un peu quelques nœuds de base, sans connaître les trucs les plus poussés ou les niches, vous pouvez déjà faire plein de choses. Et voilà, j'espère vous avoir donné un peu cette envie de découvrir cet outil. Ce serait dommage de passer à côté. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez appris quelque chose et portez-vous bien surtout.